Oui, bonjour à tous, je m'appelle Clément Corenbeau, moi je suis oncologue médical, donc je m'occupe des traitements médicaux des cancers, notamment des traitements anti-hormonaux, des chimiothérapies, des immunothérapies. Et d'abord, je dois dire que c'est très difficile de passer après Camille. On va être beaucoup plus terre à terre, pardon. On va parler de choses aussi basiques que de la vinaigrette ou des nœuds papillons. Mais bon, j'espère quand même que ça va vous apporter quelque chose. En tout cas, moi, ça va m'apporter quelque chose. Alors, l'ADN tumoral circulant, sa place dans la prise en charge des cancers du sein, à la fois localisés et métastatiques. Alors c'est pareil, c'est un peu comme l'IA, c'est un terme qui recouvre beaucoup de choses, mais qu'est-ce que c'est? Alors on est obligé de retourner un peu à l'école. Vous vous souvenez sans doute des schémas de la cellule et comment c'est fait? Une cellule, bah voilà, on en a des milliards, et au sein de la grande majorité de nos cellules, il y a un noyau. Et ce noyau, il y a quoi dedans? Bah, il y a notre ADN, nos chromosomes. En fait, le chromosome, c'est de l'ADN compacté. Et l'ADN, c'est quoi? C'est le mode d'emploi ou la partition. Voilà, c'est pas l'interprétation, mais c'est la partition. Et c'est énormément d'informations. Dans une seule cellule de notre corps, il y a un filament d'ADN, donc ces fameuses petites lettres qui contiennent de l'information, qui va représenter, si on étirait ce fil, à peu près 2 mètres. Donc c'est pour une seule cellule microscopique. Donc voilà, j'ai fait une cellule là. Voilà. Donc on peut faire plusieurs allers-retours sur la Lune avec l'ADN de tout notre corps. Vous avez peut-être fait cette expérience avec l'ADN de la banane quand vous étiez au collège. Voilà, moi j'avais fait ça, ça m'avait beaucoup marqué. C'est assez facile de voir la forme, le filament d'ADN de banane avec quelques réactions chimiques. Et on se rend compte en réalité qu'est-ce que c'est cet ADN de manière pratique. Alors, quel rapport avec le sujet d'aujourd'hui? L'ADN tumoral circulant. Alors de quoi parle-t-on? En fait, on s'intéresse à des petits morceaux d'ADN, tout petits, qui sont en fait relargués par les tumeurs. Les tumeurs peuvent avoir un comportement un peu anarchique et beaucoup de ces cellules tumorales meurent en fait. Et quand elles meurent, elles relarguent des petits morceaux de leur ADN dans la circulation. Et la quantité d'ADN tumoral circulant, elle va dépendre du type de tumeur. Il y a certaines tumeurs qui en relarguent beaucoup dans la circulation, facile à détecter, d'autres qui en relarguent beaucoup moins. La quantité va être aussi liée au stade de la tumeur. Plus la tumeur prend de place dans l'organisme, la plupart du temps, plus on a de probabilité de trouver ces fragments d'ADN dans le sang. C'est un petit peu logique. On parle aussi de biopsie liquide. C'est ça qu'on appelle aussi les biopsies liquides, c'est-à-dire à partir d'un échantillon de sang, trouver des morceaux d'ADN qui appartiennent à la tumeur et qui ne devraient pas être là normalement. Alors à quoi ça sert? En fait, c'est super. C'est super à plusieurs aspects. Tout d'abord, on peut détecter et parfois diagnostiquer des tumeurs avec cet ADN tumoral circulant. Pourquoi? Parce que cet ADN, il est un petit peu différent de l'ADN normal. Et donc, on peut le détecter comme anormal et dire, tiens, il y a une présence de cet ADN anormal dans le sang, il y a sans doute une tumeur qui se cache derrière. Quand on détecte ces différences, on peut permettre de diagnostiquer ces tumeurs et on peut aussi réduire le besoin de faire des biopsies dans certains cas. Un des cas en oncologie solide, les premiers, c'était le cas de cancer du poumon, qui était très difficile à biopsier et pour lequel on a trouvé ces techniques d'ADN tumoral circulant pour trouver des anomalies spécifiques de ces cancers du poumon pour prouver que ces cancers étaient bien là, sans avoir à les biopsier. Ça reste un petit peu niche, mais ça peut servir à cela. Ça peut servir également à guider le traitement. Pourquoi? Quand on regarde de près les gènes de la tumeur, on peut parfois trouver des anomalies qui sont des cibles pour des médicaments. Et donc, on peut faire une personnalisation du traitement des patients parfois en ayant l'information sur ce que contient l'ADN de la tumeur et en face, un traitement qui correspond exactement. Actuellement, en oncologie solide, ces indications sont assez limitées, mais ça vient. Et on peut s'en servir pour certains protocoles. Aussi pour guider notre traitement. Si on commence un traitement et qu'on sait qu'il y a une quantité d'ADN tumoral circulant X, si on voit que cette quantité diminue au fil du temps, on peut parfois en conclure que le traitement est en train de fonctionner avant que les scanners ou
les autres méthodes nous le disent. Ça permet un peu d'anticiper les choses. Et aussi, surtout, peut-être dans les cas des cancers du sein localisés, peut-être détecter, on va en parler plus tard, une récidive précoce après un traitement à but curatif, typiquement dans l'exemple du cancer du sein. Alors, on en parle là, on dit que c'est quelque chose de nouveau, c'est pas très nouveau. Regardez un peu ça. Nos copains hématologues, ils en parlent depuis 1994 pour le suivi de certaines leucémies. J'avais 7 ans. Et donc voilà, ils écrivaient des papiers avec des anciens ordinateurs ou des machines à écrire, ce qui donne cet aspect sympathique. Prenez par exemple mon copain Clinton. Lui, il est hématologue à Auckland. Alors les hématologues, ils ont toujours la classe, on est toujours un peu jaloux d'eux. Ils ont des caractéristiques. Ils ont toujours un sourire impec, ils ont l'air un peu fatigués parce qu'ils travaillent beaucoup. Beaucoup portent des nœuds papillons et des chemises à fleurs. Caractéristiques de l'hématologue. Voilà, la classe. Bon, on revient à notre propos. Ils ont trouvé l'ADN tumoral circulaire les premiers et ils l'utilisent beaucoup. Après, c'est plus facile pour eux parce que, en fait, ils traitent des maladies du sang. Donc leur biopsie, c'est des prises de sang tout le temps. C'est pas aller chercher des tumeurs difficiles d'accès. Voilà. Donc ils ont un petit avantage. Ça, c'est l'argument du mec jaloux. Voilà. Alors, comment ça marche? Comment on trouve cet ADN tumoral circulant? Bon, on prend un morceau, voilà, on détecte, par exemple, voilà, on suspecte qu'il y a une tumeur. On prend un échantillon de sang, on centrifuge, on sépare l'ADN des globules rouges qui ne contiennent pas d'ADN, on l'isole et on le passe dans une machine qui s'appelle un séquenceur ou une machine qui fait ce qu'on appelle de la PCR, qui fait des réactions en chaîne pour produire beaucoup d'ADN, parce que cet ADN, il n'y en a pas beaucoup, alors il faut l'amplifier, il faut en fabriquer beaucoup pour détecter s'il existe une différence avec l'ADN normal. Ensuite, on l'analyse, on le compare à une référence et on dit si il y a un problème, une mutation, c'est-à-dire une variation de l'ADN qui n'est pas normale. Et en fait, l'une des techniques équivaut à faire une sorte de vinaigrette. Il y a une technique qui s'appelle la PCR digitale à gouttelettes. Et croyez-moi, au laboratoire, c'est exactement ça. On fait une genre de petite émulsion pour créer des petites bulles qui contiennent des fragments d'ADN qui sont ensuite amplifiés pour qu'on les voit de plus près. Voilà. Des avantages à cette technique, mais également des inconvénients. Alors bien sûr, on est très content parce que c'est des techniques souvent très sensibles. Ça va détecter des très petites quantités d'ADN tumoral. Et ça peut détecter des anomalies qui sont bien sûr utiles à la prise en charge, notamment si on trouve une cible qu'on peut affecter avec un traitement particulier. Et puis c'est facile d'accès puisqu'il faut juste faire une prise de sang. Ce n'est pas comme faire des biopsies compliquées. Les inconvénients, c'est que, ben oui, parfois, cette quantité d'ADN tumoral circulant, elle est très faible. Et donc, malgré ces très bonnes techniques, on n'arrive pas à le trouver ou à le mettre en évidence. Certaines tumeurs en produisent très peu. En présence de métastases cérébrales, c'est-à-dire quand le cancer a voyagé dans le cerveau, ce n'est pas un très bon outil, notamment. Et aussi, le vieillissement normal de notre corps va commencer au bout d'un moment à produire un peu d'ADN qui ressemble à de l'ADN tumoral circulant, mais qui n'en est pas, et qui pollue un peu la détection. Donc voilà, il y a des limites, ce n'est pas toujours complètement évident d'utiliser ces méthodes. Alors, maintenant, de manière pragmatique, à quoi ça peut nous servir dans la prise en charge des cancers du sein quand ils sont localisés? Eh bien, le but, vraiment, après un traitement de cancer du sein localisé, c'est de faire en sorte de pouvoir intervenir sur une récidive si elle se manifeste. La majorité des patientes sont bien sûr en longue rémission ou guéries de leur cancer, mais si on peut trouver des moyens performants pour détecter les récidives et agir dessus avant qu'elles ne se manifestent, peut-être pour améliorer le pronostic, eh bien, ma foi, peut-être l'ADN tumoral circulant est un outil pertinent. Alors, il y a une étude très récente qui a analysé à peu près 80 patients pour lesquels on a prélevé cet ADN tumoral circulant avant leur opération de cancer du sein, notamment. Et ensuite, on a continué à faire des prélèvements pour voir, après le traitement, après l'opération, après les chimiothérapies, si cet ADN circulant revenait et qu'est-ce que ça voulait dire en vrai s'il revenait. Est-ce que c'était vraiment mauvais signe ou pas?
Sur ces 78 patients, on a trouvé 11 patientes ont souffert de récidives. Et toutes les patientes qui avaient eu des récidives avaient eu cet ADN tumoral circulant détecté. Ça veut dire, c'est une preuve de fiabilité de ces tests dans cette situation. De plus, la présence de cet ADN tumoral circulant eh bien, était malheureusement un facteur de mauvais pronostic. C'est-à-dire que ce n'était effectivement pas une bonne nouvelle d'en trouver. Ça pouvait eh bien, mener à un pronostic moins favorable. Néanmoins, voir cet ADN tumoral circulant disparaître sous l'effet de certains traitements, notamment la chimiothérapie après la chirurgie, était associé à un pronostic plus favorable. Et regardez, ce petit tableau nous montre combien de temps avant une récidive détectable par un scanner ou cliniquement, à l'examen, on trouvait cet ADN tumoral circulant. Eh bien, en médiane, c'était 15 mois avant qu'il y ait une détection de quoi que ce soit. Donc, c'est un événement très précoce. Et chez l'immense majorité des patients pour lesquels on voyait cette détection d'ADN, ça finissait par se traduire par une récidive. Donc, c'est un outil informatif. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que, voilà, on est là avec cette information, qu'est-ce qu'on peut faire en fait au final, nous, on veut réduire le risque des récidives avec nos traitements, on veut faire en sorte qu'il y ait plus de guérison. Est-ce que l'ADN tumoral circulant peut nous aider? C'est vraiment une question actuelle. Et là, en ce moment, à l'Oncopole, il y a une étude qui essaye de répondre à cette question justement. Cette étude, elle s'appelle TRACER, elle est internationale, et elle consiste à faire des prises de sang régulières pour voir si pour une patiente qui a été opérée et a eu son traitement du cancer du sein, eh bien on trouve de l'ADN tumoral circulant. Et si on en trouve, on adapte le traitement, c'est-à-dire on donne un traitement un petit peu plus intense, une hormonothérapie un petit peu plus intense avec une thérapie ciblée, dont on pense qu'elle est plus efficace que le traitement standard et dont on pense qu'elle peut peut-être eh bien, améliorer les chances d'empêcher que la maladie revienne. Donc on attendra beaucoup de cette étude pour savoir si ce test, en réalité, ne va rester qu'un test qui nous dit comment sont les choses, ou alors, ce qu'on préférerait vraiment, que ce test nous permette de faire une intervention précocement eh bien, qui a un impact sur la vie des gens. Voilà. Parce qu'on fait des tests pour pouvoir faire quelque chose derrière. Sinon, c'est juste constater des situations qui peuvent devenir défavorables. Donc on attendra avec beaucoup d'impatience les résultats de cette étude. Si malheureusement le cancer du sein s'est métastasé, eh bien l'ADN tumoral circulant peut quand même être utile. On est dans une situation où malheureusement on ne sait pas guérir ces maladies, mais on peut améliorer la qualité de vie, allonger la durée de vie, avec des traitements quand ils sont bien choisis au bon moment. Et chaque traitement dans cette situation, comme on sait qu'on ne peut pas forcément guérir, eh bien le rapport bénéfice-risque, il doit être évalué de manière assez fine. On n'est pas là pour rendre les gens malades, quoi, plus malades que leur maladie. Et l'ADN tumoral circulant, ça peut permettre dans ces cas-là de proposer un traitement plus personnalisé, dans le but d'améliorer toujours qualité de vie, durée de vie. Et aussi de dépister quand un traitement va devenir inutile parce que le cancer est en train d'y devenir résistant et éviter de donner des effets secondaires pour rien. Un exemple de personnalisation, il y en a plein en oncologie, mais dans le cancer du sein, c'est les anomalies d'un gène et d'une protéine qui s'appelle PIK3CA et d'un médicament qui correspond à cette anomalie, l'inavolizib. Il faut s'entraîner à le dire, l'inavolizib. On sait que 35 à 40% des cancers du sein avancés qui présentent des récepteurs aux hormones ont aussi un problème dans ce gène PIK3CA et que la présence de cette anomalie, quand on la trouve, elle est malheureusement plutôt de mauvais pronostic. En revanche, on sait que cette anomalie, elle constitue une cible pour un médicament précis, pour une classe de médicaments qui s'appelle les inhibiteurs de PI3 kinase. Et cette mutation, on peut la détecter, bien sûr, en faisant des biopsies, mais c'est toujours invasif, mais on peut également la détecter avec une simple prise de sang et une analyse d'ADN tumoral circulant. Voilà un exemple d'utilité de ce test. Et
il y a un grand essai qui a été fait il y a quelques années et dont on continue à avoir des résultats sur cette molécule qui montre que quand on l'utilise à bon escient, dans le cas où on a détecté ce problème PIK3CA chez une patiente qui souffre d'un cancer du sein avec des métastases, eh bien, on peut ralentir l'évolution de la maladie en donnant ce traitement au bon moment. Voilà un exemple concret de ce qu'on peut être amené à faire. Tous ces médicaments, tous ces tests ne sont pas encore remboursés, pas tous accessibles, mais le principe est régulièrement le même avec les traitements ciblés. Autre question auquel l'ADN tumoral circulant nous permet de répondre, c'est comment réagir précocement aux résistances. On sait que notamment avec les traitements anti-hormonaux, l'hormonothérapie, au bout d'un moment, les tumeurs peuvent y devenir résistantes. Et un des principaux mécanismes de résistance, eh bien, c'est un changement dans un des gènes qui s'appelle ESR1. Bref, c'est son nom. ESR1, donc, c'est la mutation, le changement de gène qui va conférer une résistance aux traitements standards, aux traitements habituellement efficaces dans les cancers du sein métastasés. Et on a un médicament dont on sait qu'il est plutôt efficace dans cette situation quand on rencontre ESR1. Ça s'appelle le fulvestrant. Et il y a quelques années maintenant, il y a eu une grande étude à laquelle l'Oncopole a participé, qui s'appelait PADA-1, PADA-1 comme ça, qui s'est dit, bon, les patientes qui prennent ces traitements pour contrôler leur maladie qui a métastasé, on va contrôler l'ADN tumoral circulant régulièrement, et quand on va voir apparaître ce facteur de résistance, eh ben on va changer le traitement, avant même qu'on voit des problèmes sur les scanners ou que les patientes aient des plaintes qui suggèrent que le traitement ne marche plus. Et la question, c'était, est-ce que ça sert à quelque chose de changer le traitement précocement ou est-ce que en fait, ça sert à rien, quoi. Et en fait, la réponse était quand même qu'avec cette stratégie de changer le traitement, alors même que, si on regarde de loin, tout va bien, mais qu'on a détecté cet ADN tumoral circulant, eh bien, on peut ralentir la maladie également. Voilà, on peut réduire, allonger l'intervalle avant qu'on ait à discuter un nouveau traitement, par exemple. Donc, en adaptant précocement, on améliore les choses, on peut ralentir la maladie. Voilà. Donc, avoir peut-être un coup d'avance, en réalité. Donc voilà, j'espère vous avoir peut-être un peu convaincu, ou d'au moins de suivre les actualités sur cet ADN tumoral circulant dans le cancer du sein, parce que c'est pas un outil nouveau, mais il y a plein d'applications dans tous les champs du cancer du sein, qu'ils soient localisés ou métastasés, qui nous aident à mieux conseiller les patientes et à mieux personnaliser les traitements en réalité. Et notre but en oncologie médicale, c'est toujours un peu basique. On veut aider les gens à avoir le moins de récidives possible. On veut aider les gens, si malheureusement ils ont des récidives et des maladies avancées, à vivre le plus longtemps possible avec la meilleure qualité de vie. Voilà. Les autres critères, ce qui se passe sur les scanners, la radiologie, finalement, ça nous intéresse bien sûr. Mais on n'oublie pas notre but global qui est d'être utile, quoi. Voilà. Donc à suivre de près. Ces tests et certains de ces médicaments ne sont pas tous remboursés. Bon, en France, on a un système assez généreux qui souvent permet l'accès aux innovations pour les patientes assez rapidement. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi. Donc, merci Clément pour cette présentation, en tout cas qui était super. Quand les nœuds papillons, surtout, parce que tu as la chemise Vichy pas à fleurs, mais peut-être le nœud papillon va arriver comme les hématologues. Si vous me demandez, voilà. C'est peut-être l'influence de la Nouvelle-Zélande, je ne sais pas. Bon. Bonjour, merci beaucoup. Ça m'a évidemment beaucoup intéressée. Je suis hyper concernée. Je voulais savoir, donc j'ai bénéficié de biopsie liquide dans le cadre d'un essai clinique pendant une petite année. Il s'agissait de l'essai Serena 6 qui a été clôturé il y a 1 an et quelques. Donc on m'a fait une dizaine de biopsies liquides ou quelque chose comme ça, non, peut-être un peu moins, je ne sais plus. Et je voulais savoir, donc j'ai aucun retour sur ces biopsies liquides en dehors du fait que je n'ai pas développé la mutation ESR1 pendant la période de l'essai. Et je voulais savoir en fait s'il y avait moyen d'avoir accès à la fameuse donnée que vous disiez, à savoir est-ce que j'en avais de l'ADN tumoral circulant ou pas et combien, c'est-à-dire est-ce que mon traitement est efficace ou pas. Est-ce qu'en fait, au niveau de l'Oncopole, vous avez, accès à des résultats ou est-ce que c'est géré par ceux qui font la recherche et qui sont ailleurs, dans un autre pays? Alors, vous posez une question qui est une très bonne question. Et la réponse est en fait, tout cela est le plus souvent décrit. Chaque essai a un protocole différent. Voilà. Ah, d'accord. Et un essai A, type Serena, va prévoir que les patients, leurs médecins
mis au courant de cette information immédiatement. D'autres prévoient que ce soit plus tard, une fois que les résultats sont publiés. Ça varie vraiment d'un essai à l'autre. Mais si je vous encourage à vous rapprocher de l'équipe de recherche pour poser directement cette question, parce que normalement, ces scénarios sont prévus et on pourra vous répondre si oui ou non c'est possible. L'équipe de recherche ici ou l'équipe de recherche Alors, l'équipe de recherche, votre équipe de recherche locale, oui, tout ici, à fait. D'accord. Ouais. Oui, tu les expliqueras mieux que moi. Je les ai moins en tête. Mais ma deuxième question, c'était du coup, vu que ces biopsies liquides sont intéressantes pour savoir quand on développe des résistances, est-ce que ça sera bientôt le moment où on pourra en bénéficier, même en dehors d'un essai clinique, peut-être pas à la même fréquence que dans un essai clinique, mais mettons une fois par an ou tous les, je sais pas combien, pour avoir ce diagnostic plus précoce sur une résistance au traitement? Alors, il y a actuellement, en fait, les tests existent, les résultats, enfin les tests, on peut même nous parfois les prescrire en situation courante. En revanche, ensuite, on est tributaire de ce que les autorités de santé évaluent comme acceptable pour le remboursement par la sécurité sociale. Et ça prend effectivement un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Ouais, c'est ça ma question, c'est le remboursement. Donc, vous pensez qu'il y a un horizon à quelques... Quand même en France, quand même en France, en tout cas, les analyses et les décisions, elles sont assez rapides. Moi, je trouve, elles sont assez rapides. C'est souvent de l'ordre de mois à petites années. Ça paraît toujours trop long, hein, ça paraît toujours trop long, c'est sûr. Mais dès qu'il y a une nouveauté, une innovation thérapeutique qui a fait des preuves à la fois d'efficacité et de toxicité acceptable, parce que c'est aussi ça pour les traitements, eh bien, s'il y a un système par la HAS et la NSM, les autorités régulatrices, qui disent, bon, par rapport à ce qui existe actuellement, cette nouvelle stratégie, ce nouveau test ou ce médicament apporte un grand bénéfice, petit bénéfice, pas de bénéfice. Et en fonction de cette gradation, il y a une décision qui est faite par le régulateur comptable qui va dire « Ok, la Sécu va rembourser ça dans cette indication. » Voilà. Je suis désolé d'être un peu vague. J'ai pas de... Merci. Oui, on est tributaire des autorités de santé. Donc ça, c'est toujours un peu difficile. Votre micro. Ce qu'on disait, c'est que voilà, c'est ce que disait ma consoeur Florence, c'est que voilà, cette étude dont parlait Madame Serenassi est similaire à l'étude que je vous ai présentée, Padawan. Et c'est vrai qu'en médecine, particulièrement en oncologie, on aime bien avoir plus qu'une étude qui dit un peu la même chose. Parce qu'en médecine, il y a toujours le risque d'erreur et parfois une étude va avoir de la chance statistiquement, mais quand c'est conforté, quand les résultats d'une première étude sont confortés par une autre qui va dans le même sens, vraiment c'est assez fort comme signal, quoi. Voilà. Voilà, il y a une chose que je n'ai pas très bien compris, excusez-moi, c'est en fait, si le traitement est efficace, normalement, j'ai compris qu'on n'avait pas ou peu d'ADN tumoral circulant. Le plus souvent, c'est vrai. Ou alors on le voit diminuer par rapport à... Je me suis dit, dans l'étude, en fait, si mon traitement est efficace, normalement, je n'ai pas d'ADN circulant, donc ils ne peuvent pas rechercher les mutations ESR1. Comment ils font? Ou alors, s'ils trouvent des mutations ou qu'ailleurs qu'ils n'en trouvent pas, mais qu'ils ont trouvé de l'ADN circulant, ça veut dire que mon traitement n'est pas efficace? Alors, il y a beaucoup de questions en une, mais ce sont des excellentes questions. Quand nos confrères, et je ne sais pas s'il y a des biologistes dans la salle, mais quand nos confrères biologistes qui analysent les échantillons font ce travail, eh bien, c'est vraiment chercher l'aiguille dans une botte de foin. C'est-à-dire qu'ils cherchent ces tout petits morceaux d'ADN, ils les comparent à des références. Et en gros, c'est est-ce que c'est comme la référence de ce qui devrait être normal, ou est-ce qu'il y a cette anomalie qui nous dit que sans doute le cancer est présent, plus présent, moins présent. Et ce travail, normalement, il a une grande sensibilité, c'est-à-dire que s'il y a la présence de cet ADN anormal, le plus souvent, il va être détecté. Et si le résultat nous dit on n'en trouve pas, ça veut aussi souvent dire qu'il n'y en a pas, et ça veut dire qu'effectivement le traitement est efficace sans doute. Après, vous posez une très bonne question, c'est à quel point on corrèle bien les taux qu'on trouve et la situation clinique du patient. Et ça, c'est vraiment... Alors, on a certains éléments de réponse avec les données que je vous ai présentées, mais dans des situations très précises, notamment type
type Padawan ou Serenacis, il ne faut pas non plus sauter à une conclusion avant d'avoir beaucoup de preuves, de dire ben oui, ce niveau veut dire que ça va mieux ou ce niveau veut dire que ça va moins bien. Ouais. Oui. On a une question, madame. Moi j'ai entendu parler de cet ADN tumoral grâce à l'étude HEROES qui est en cours. J'aurais aimé savoir sur combien de femmes portent l'étude sur Toulouse. Il me semble qu'à Curie, il n'y en a pas énormément. Moi, je connais une personne qui fait partie de l'étude à Curie. Et à terme, sur combien de personnes va se porter l'étude? Et si elle s'avère positive, à quand on va pouvoir bénéficier de cette avancée qui permet d'arrêter les traitements, en fait. Et oui, encore une fois, encore un autre usage de l'ADN tumoral circulant qui permettrait peut-être d'arrêter des traitements devenus inutiles. Voilà. Pour reprendre donc l'étude qui s'appelle HEROES, qui je crois malheureusement vient de fermer aux inclusions, c'est-à-dire que le nombre de patientes requises qui doit être de l'ordre de quelques centaines, si je ne me trompe pas, 200, un peu plus de 200, a été atteint. Et donc, on ne peut plus participer à cette étude puisque maintenant, il y a assez de patientes qui en font partie. Le principe, c'est que, eh bien, il y a un sous-type de cancer du sein qui s'appelle le cancer du sein HER2 positif, puisque le cancer du sein surexprime une protéine qui est un genre d'interrupteur à la surface de la cellule qui s'appelle HER2. Et les nouveaux traitements anti-HER2 sont quand même assez efficaces dans un grand nombre de cas. Tant et si bien que parfois, on voit des patientes qui souffrent de maladies avancées avec des métastases et qui ont eu ces traitements pendant plusieurs années et qui vont très bien. Et on se gratte la tête en se disant, on ne voit rien sur les scanners, les patients vont bien. Est-ce que ce traitement est toujours utile? Est-ce qu'il reste quelque chose ou pas? Et pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse. Et en réalité, ça se traduit comment? C'est-à-dire qu'on n'ose pas trop arrêter le traitement. On se dit, oh là là, si on arrête, est-ce que ça va pas repartir? Et donc, l'étude HEROES, c'est justement essayer d'aller voir de très près, avec cet ADN tumoral circulant, s'il reste des traces de tumeur. Et s'il n'en reste pas ou à des taux très faibles, eh bien là, on propose, cette étude proposait, dans une partie des cas, d'arrêter le traitement. Voilà, et de surveiller, bien sûr, les choses de très près. L'idée derrière ça, c'est est-ce qu'on peut peut-être mettre en rémission très prolongée, même sans traitement, ces maladies avec des cancers du sein HER2 positifs? Et aussi, est-ce qu'on peut mettre le traitement en pause pendant des durées prolongées? Ce qui serait super, bien sûr, parce que tous ces traitements peuvent avoir, bien sûr, des effets secondaires. Voilà. C'est une application de l'ADN tumoral circulant et on sera bien sûr très intéressé par ces résultats parce que ça nous permet de moins prescrire de traitements gênants. Voilà. Oui, bonjour. Si je comprends bien, donc on a deux techniques, l'ANAPAT et la biopsie liquide, qui sont deux méthodes qui apparemment ont l'air d'être parallèles pour l'instant, mais qui peut-être un jour vont se rencontrer. Il y en a peut-être une qui prendra le pas sur l'autre. Et ma question, c'est de dire, sachant qu'il y en a une des deux qui est moins invasive, est-ce que la biopsie liquide ne pourrait pas être utilisée pour les personnes porteurs de gènes au titre de la prévention? Alors, première partie de votre question, ce sont deux techniques parallèles, mais qui sont complètement complémentaires quand même. Camille, son travail, c'est de regarder au microscope les tissus pour nous dire de quel type de cancer il s'agit. Ça, la biopsie liquide, elle ne sait pas le faire. La biopsie liquide, elle regarde des tout petits fragments d'ADN et elle nous dit parfois, tiens, là, il y a une caractéristique qu'on retrouve dans ce sous-type de cancer, mais c'est une information qui reste très partielle. Voilà. Ça peut être, oui, ça peut être vu comme une alarme. Ça ne remplace pas un diagnostic d'anatomopathologiste. Dans certains cas très précis, comme je vous en parlais au début, par exemple, certains cancers du poumon qui portent une mutation spéciale, parfois au niveau du poumon, c'est très difficile de faire des biopsies sans causer beaucoup de problèmes, on peut très rarement utiliser ces résultats à la place de la biopsie, et ça peut être acceptable. Mais c'est l'exception plus que la règle. Voilà. Deuxième partie de votre question. C'est sur la génétique. Porteur d'un gène.
C'est une... ouais. Oui, 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 oui. C'est une bonne question. À ma connaissance, il n'y a pas encore d'intégration d'ADN tumoral circulant dans le dépistage. Ouais. Et voilà. Ouais. C'est vrai que les stratégies de dépistage, en général, elles ont pour but de trouver les cancers qui sont les plus fréquents, les trouver quand ils sont à un stade très peu avancé, dans le but de les guérir, dans le but d'en les guérir. Voilà. Il est vrai que les très petites tumeurs, donc celles qu'on voudrait diagnostiquer tôt, vont relarguer assez peu d'ADN tumoral circulant. Voilà. Donc, même si les techniques d'ADN tumoral circulant sont très sensibles et sont effectivement capables de trouver des aiguilles dans des bottes de foin, je ne sais pas si ce serait le bon outil pour répondre à la question du dépistage. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et des anapathes. Quand on regarde l'ADN tumoral circulant, on regarde que la tumeur, la cellule tumorale. Mais ce qui fait une tumeur, c'est aussi toutes les cellules, on dit nous, du micro-environnement, tous ces lymphocytes, tous les cellules grasses, là, les adipocytes, enfin toutes ces choses-là, les vaisseaux. Et c'est aussi ça qui fait l'agressivité et la tumeur. C'est pas que la cellule tumorale. Donc ce qu'on fait dans le sang, ça nous permet de regarder que la cellule tumorale et pas tout ce qu'il y a tout autour. Donc l'anapathe est vraiment complémentaire et indispensable. Hein, je dirais même c'est l'inverse. Avec les deux, mais pas qu'avec l'un. Oui. Alors, oui, peut-être vous aviez... Je pense que le version, moi je l'ai compris plutôt comme ça. Il y avait deux sens à votre question, peut-être que c'était pas tout à fait ça, mais c'était par rapport à la prévention ou détection des gènes impliqués dans le cancer. Ça, on le fait... Alors ça, oui. Ah, d'accord, oui, donc c'est les gens qui sont porteurs d'un gène qui est en lien avec le cancer. Par exemple, c'est chez ces patients-là. Est-ce qu'il y a un intérêt sur la biopsie liquide? C'est ça qui était un petit peu différent dans la question, je pense. C'était deux sens à la question. Peut-être qu'à l'avenir, effectivement, on aura des tests qui permettront, par exemple, si on est dans le cas de problèmes avec les gènes dont les altérations peuvent prédisposer au cancer du sein, par exemple les gènes BRCA, bien sûr, on surveille de très près les patientes porteuses avec des examens de mammographie d'IRM, voilà. Dans une partie des cas. Oui, l'examen clinique. Ouais. En fait, pour les hommes, en effet, les recommandations, c'est l'examen clinique, tout simplement parce que anatomiquement, le développement de la glande mammaire chez la femme et chez l'homme, c'est différent en fait. Au moment de la puberté, il y a le développement du sein, alors qu'il y a plutôt une régression du bourgeon mammaire chez l'homme. On part du principe que même sur des petites lésions, en principe, l'examen clinique est assez performant. C'est pour ça que les recommandations de l'INCa sont assez claires là-dessus, parce que c'est pas la même, c'est pas le même développement en tout cas de la glande mammaire chez l'homme et chez la femme. Vraiment, le bourgeon du développement, il est rétro-mamelonnaire chez l'homme, alors que chez la femme, il y a une expansion au moment de la puberté. Donc oui, il est vrai qu'effectivement les examens de surveillance sont un peu moins. Les examens de surveillance actuels, type mammographie IRM, vont être moins performants dans le cas des hommes qui ont des cancers du sein. Aussi, il y a le fait que comme c'est beaucoup plus rare que chez les femmes, c'est plus difficile à étudier du fait du nombre plus faible. C'est vrai, malheureusement. Oui, pour donner un élément sur la question du dépistage après des tumeurs, en fait, quand on a une prédisposition génétique au cancer, on va avoir besoin d'un deuxième événement ça peut être des événements extrêmement divers au niveau de l'ADN. Et avec l'ADN tumoral circulant, pour l'instant, à ma connaissance, il faut quand même savoir ce qu'on cherche. Et assez souvent, dans ces situations de prédisposition, vous savez peut-être qu'on a 2 allèles des gènes, et quand on a une prédisposition, il y a un allèle on a 2 copies du gène, et on a déjà une copie qui est mutée. Et ça veut dire que s'il arrive quelque chose à l'autre copie, ça favorise le cancer.
Le truc, c'est que parfois, le deuxième événement, l'événement sur l'allèle sain, c'est qu'il disparaît. Et ça, en ADN tumoral circulant, je ne sais pas du tout si on est capable de voir ça. À l'heure actuelle, j'en suis pas sûr. Oui, c'est très juste. C'est vrai que les techniques dont je vous ai parlé, là, dans l'immense majorité du cas, elles comparent des choses, elles savent quoi chercher. Par exemple, dans cette étude qui regardait ces cancers du sein qui avaient été opérés et traités, eh bien, on savait à quoi ressemblait le profil génétique de la tumeur de chaque patient et on était là en veille en cherchant cela à chaque fois. Donc effectivement, l'applicabilité à rechercher cet événement qui pourrait déclencher à un moment le cancer chez une personne qui a un allèle, donc une copie du gène qui est altérée, semble difficile comme ça, effectivement. Oui. Une dernière question. Merci. J'aimerais savoir s'il y a, en parlant de l'ADN, quoi encore? L'ADN de tumeurs circulants, s'il y a une relation avec le cancer du sang, parce que puisque la cellule qu'on étudie, on le retrouve dans le sang. J'aimerais savoir s'il y a une relation entre les deux. Alors en fait, c'est les cellules du cancer du sein, quand elles se développent, le cancer du sein en grossissant, il y a certaines cellules meurent, tout simplement, des cellules du cancer meurent, et en mourant, eh bien, il y a une partie des déchets de ces tumeurs qui est relarguée dans le sang, et une partie de ces déchets, c'est ces fragments d'ADN. Voilà. Et donc, ils circulent, ils sont dans la circulation, et c'est pour ça qu'on peut parfois les détecter avec une prise de sang. Parce que ces petits fragments, en fait, ces déchets de cellules, sont en circulation, voilà, pendant un certain temps. Voilà. Alors, ils sont dangereux dans le sens où ils indiquent la présence du cancer, mais en soi, je n'ai pas à ma connaissance d'effet délétère direct, hormis le fait qu'ils signalent le cancer, d'avoir cet ADN tumoral circulant en circulation. Ça ne peut pas se transformer en cancer de sein? Non, c'est vraiment des tout petits bouts d'ADN. Rappelez-vous les 2 mètres dont j'ai parlé, là, c'est vraiment si vous preniez un anneau, un nanomètre même, plus petit que ça. Voilà. Voilà. Bon, bien, merci beaucoup, en tout cas, pour cette session qui était très riche en questions. Merci à vous.